Mais bien entendu, c'est l'actualité, comme chaque fois, qui va ouvrir notre émission. Et l'actualité, ce mois-ci en France, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est l'affaire. On a beaucoup écrit sur l'affaire. Je serais tenté même de dire qu'on a trop écrit quand je pense à la confusion que n'a pas manqué d'entraîner dans le public cette masse de commentaires plus ou moins exacts, cette masse d'informations qui ne sont pas toujours de première main, mais je ne le dirai pas car il faut bien le reconnaître, la presse, nos confrères de la presse écrite ont joué dans l'affaire un rôle déterminant qu'on aurait peut-être préféré d'ailleurs voir joué par des personnels plus spécialisés dans la répression contre le crime. 5 colonnes, bien entendu, souhaitaient aujourd'hui vous apporter, comme on le fait toujours sur tous les grands problèmes qui vous concernent, des témoignages directs sur l'affaire, autrement dit les témoignages des hommes qui y sont directement ou indirectement mêlés, directement ou indirectement intéressés par l'affaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Pourquoi? Eh bien, parce que du côté du Maroc, on rencontre un silence total. Les Marocains affectent de considérer l'affaire comme une affaire française sur laquelle ils ne savent rien et à propos de laquelle ils n'ont rien à dire. Et nos amis de la télévision suisse, à qui nous avions demandé de se rendre au Maroc, pensant qu'ils étaient peut-être mieux placés que nous en ce moment pour obtenir un reportage et des témoignages, n'ont trouvé en réalité auprès de tous les hauts responsables de la politique marocaine que des portes fermées. Côté français, il en a été pratiquement de même pour d'autres raisons. Côté français, les officiels, que ce soit de hauts fonctionnaires ou que ce soit les ministres, opposent un argument juridique, le secret de l'instruction. Ils nous ont reçus volontiers, nous ont donné beaucoup d'informations, mais n'ont pas pu, au nom du secret de l'instruction, paraître eux-mêmes devant les écrans. C'est donc une fois de plus à des journalistes que nous allons demander, peut-être pas de faire la lumière, nous n'y arriverions pas en si peu de temps, mais de nous apporter leur lumière. Ces journalistes, je vous les présente: Pierre Viançon-Pontet du journal Le Monde, Pierre Charpy du journal Paris Presse. Ils ne sont pas toujours d'accord, vous allez le voir. Pierre Dumayet va poser les premières questions. Bien. Rappelons d'abord les premiers faits que tout le monde a en mémoire. Le vendredi 29 octobre à 12h30, Mehdi Ben Barka est enlevé au moment où il s'apprête à entrer chez Lippe, à la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés. Le lendemain, quelques journalistes téléphonent à la préfecture de police cherchant à savoir si Ben Barka a été arrêté. Et c'est seulement le dimanche à 11h que le frère de Mehdi Ben Barka, Abdelkader Ben Barka, porte plainte. Depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le dimanche à 11h, question un peu naïve peut-être, messieurs, est-ce que selon vous, l'enquête et l'instruction ont progressé normalement? Pierre Charpy. L'instruction n'a pas... L'enquête plutôt, puisque l'instruction n'a en fait commencé que le 3 novembre, au jour où le juge Zoninger a été désigné. Mais l'enquête elle-même a déjà débuté d'une façon un peu anormale, parce que la famille et les amis, la famille c'est-à-dire le frère, et les amis de Mehdi Ben Barka n'ont pas réagi très rapidement. J'entends par là que, ne sachant pas par qui avait été emmené Mehdi Ben Barka, ne sachant pas non plus quels étaient exactement les projets de Ben Barka, qui n'étaient pas un